Bien, sixième partie donc sur le cours sur la réaction chimique et les bilans de matière. Donc dans ce cours, on va enfin écrire la loi d'action de masse. Donc la loi d'action de masse que j'appellerai, que je pourrais noter LAM en abrégé plus tard. Donc c'est la loi qui va nous donner l'évolution, dans quel sens évolue un système physico-chimique. Et ça va donner aussi l'état d'équilibre du système qui pourra être de temps en temps l'état final. Pas toujours, on verra des petites exceptions, enfin, des exceptions importantes, mais ça sera souvent l'état final du système. Donc c'est vraiment le but de ce cours-là. Donc c'est notre outil majeur. Donc allons-y, énonçons donc la loi d'action de masse. Donc loi d'action de masse, et on va définir une grandeur qui est reliée à la loi d'action de masse, qui s'appelle la constante d'équilibre. Alors, je vais toujours commencer par un exemple. Et on va prendre quelque chose qu'on appelle l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau. Donc vous savez en fait que 2 molécules d'eau, enfin 2 moles d'eau, pas rentrer dans le mécanisme réactionnel, peut donner une mole d'ion oxonium et une mole d'ion hydroxyde. Donc c'est-à-dire que c'est une molécule d'eau qui vient capter un proton et donc donner H3O+, tandis que celle qui a cédé le proton donne HO-. Et bien en fait, à l'équilibre, si vous prenez de l'eau à l'équilibre thermodynamique, et à la température de 25 degrés Celsius, donc 298 Kelvin, eh bien l'eau, cet échantillon d'eau, vérifie la relation suivante. Concentration en ion H3O+, à l'équilibre, fois concentration en ion oxonium à l'équilibre, le tout divisé par la concentration standard au carré, égale 10 moins 14. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui vous paraît nouveau et qui est peut-être pas très très parlant, mais il se trouve qu'une implication de ça, c'est que l'eau pure, le pH de l'eau pure à 25 degrés vaut 7. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Donc vous voyez en fait que, qu'est-ce que c'est là? En fait, j'ai écrit la loi d'action de masse ici. J'ai écrit la loi d'action de masse relative à cette réaction d'autoprotolyse de l'eau. Et c'est ça qui me dit qu'à l'équilibre, le pH de l'eau pure vaut 7. Okay. Maintenant, je vais généraliser la loi d'action de masse. Et donc, on va écrire, pour l'écrire, je vais avoir besoin de deux conditions. Alors, première condition, donc je vais écrire, ça c'est la loi d'action de masse que je vais énoncer. Donc très 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 important, il me faut deux conditions. 1. Si on est à l'équilibre, donc ce que je vais écrire c'est valable à l'équilibre thermodynamique. Donc c'est une loi qui sera vérifiée à l'équilibre thermodynamique. Donc à l'équilibre thermodynamique. Deuxième chose, il faut être en présence de toutes les espèces chimiques, en présence de toutes les espèces intervenant dans une réaction chimique. Donc la réaction chimique que je vais appeler, donc je vais donner l'équation de manière très formelle, somme des nuits AI égale 0. Eh bien, on va avoir que le quotient réactionnel à l'équilibre, donc la valeur évaluée à l'équilibre, est égal à une certaine valeur que je vais appeler K standard. Donc voilà la loi d'action de masse. Donc la loi d'action de masse, elle vous fixe la valeur du quotient réactionnel à l'équilibre thermodynamique. Alors, qu'est-ce que c'est donc QEC et K? Donc QEC, c'est le quotient réactionnel, donc produit sur I des activités à la puissance nuit, mais évalué à l'équilibre.
Et K standard, qui en fait ne dépend que de la température, c'est ce qu'on appelle la constante d'équilibre associée à la réaction chimique. Donc la réaction chimique que je peux appeler d'équation étoile, donc, qui est ici. D'accord? Donc voilà. Voilà ce que c'est que la loi d'action de masse. Et si on réfléchit, on va discuter un tout petit peu, au moins oralement, si on réfléchit, en fait, dans le quotient réactionnel, vous avez les activités et donc les quantités de matière des réactifs et des produits qui interviennent. Et en fait, vous voyez que cette égalité va vous fixer les valeurs que prennent à l'équilibre les activités et donc les quantités de matière des réactifs et des produits. Et donc l'état d'équilibre du système. K, très important, ça c'est un nombre pur, donc sans dimension. La constante d'équilibre, c'est un nombre. D'accord? Donc si je reviens à l'exemple précédent, le fameux 10 moins 14, ça c'est la constante d'équilibre à 298 Kelvin de l'équation de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. D'accord? Ça se mesure, c'est tabulé aussi. Et ça sera fourni ou ça peut éventuellement se calculer à partir d'autres constantes. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait avec la loi d'action de masse? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la loi d'action de masse? Elle va nous dire en fait que le système il va évoluer de façon à ce que le quotient réactionnel tende vers, la valeur du quotient réactionnel tende vers la valeur de la constante d'équilibre. Donc, première utilisation de la loi d'action de masse, c'est le sens d'évolution. Sens d'évolution, alors spontané, c'est-à-dire sans intervention d'un opérateur extérieur. Sens d'évolution spontanée d'un système donc physico-chimique. Alors, comment va évoluer le système? Alors, je prends la réaction d'équation. Alors, l'équation, cette fois, je vais la réécrire. Alors, toujours formellement, mais avec les coefficients stoichiométriques absolus. Somme des AIRI, donc ça, c'est les réactifs, donne somme sur J des BJ, PJ, ça, ce sont les produits. Alors, vous noterez qu'en fait, la définition produit réactif, c'est totalement arbitraire. C'est-à-dire que les réactifs, c'est simple, c'est pas nécessairement ce qui se forme ou ce qui se... les produits, c'est pas nécessairement ce qui se forme ou les réactifs, ce qui est consommé. En fait, vous pouvez imaginer, je vais mettre de la couleur, que la réaction se fasse dans le sens 1, c'est-à-dire qu'on a effectivement des réactifs, on a défini arbitrairement comme des réactifs, donc on a placé à gauche de l'équation disparaissent, et que les espèces chimiques qu'on a placées à droite se forment. Mais on peut tout à fait imaginer que les réactions se fassent dans ce sens-là, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. C'est quelque chose que vous avez pu voir en classe de terminale. Donc la question qu'on se pose, c'est imaginons un système. Donc on a un système sigma dans un état initial, certain état initial. Donc avec différentes quantités de matière pour les réactifs. Éventuellement, il existe certaines espèces chimiques ici qu'on a définies comme des produits. D'accord? Et la question, c'est est-ce que le système va évaluer dans le sens d'évolution? Est-ce que ça va être le sens direct ou le sens indirect? D'accord? Donc évolution dans le sens direct ou dans le sens indirect. Donc le sens direct, c'est celui que j'ai noté 1, ou indirect, c'est moins 1. Ça veut dire évolution dans le sens direct, il se forme effectivement des produits, ou évolution dans le sens indirect, il se forme ce qu'on avait défini comme étant des réactifs. Alors comment savoir ça? Eh bien, en fait, on va remarquer en fait, qu'au cours de la transformation,
comment va évoluer le système? Eh bien, en fait, il va évoluer tel que le quotient réactionnel Q tende vers la constante d'équilibre à la température considérée. Voilà ce qui va se passer. D'accord? Au cours de la transformation, les quantités de matière, des réactifs et des produits varient de façon à ce que le quotient réactionnel tende vers la constante d'équilibre. Donc maintenant, si on note Q0, la valeur initiale du quotient réactionnel, donc dans l'état initial. Vous allez réfléchir. Il y a deux cas de figure possibles. On va prendre le cas limite. Soit Q0 est inférieur à la constante d'équilibre, soit Q0 est supérieur à la constante d'équilibre. Éventuellement, c'est égal, mais je ne vais pas traiter ce cas, on pourra le discuter uniquement oralement. Alors maintenant, réfléchissez, avant que je donne la réponse. Comment va évoluer, dans quel sens va évoluer le système dans ces deux cas de figure? Ok? Donc moi, je vais répondre maintenant. Que doit faire si le quotient réactionnel est inférieur à la constante d'équilibre? Il faut que le quotient réactionnel tende vers la constante d'équilibre. Donc ici, déjà, on peut dire que le quotient réactionnel doit croître. Alors, comment faire pour que le quotient réactionnel croisse? Bien, regardons comment s'écrit le quotient réactionnel. Revenons à sa définition. Sa définition, vous voyez que les activités des produits sont au numérateur, tandis que les activités des réactifs sont au dénominateur. Donc, si je prends cet exemple-là, par exemple NH4+, fois concentration d'H3O+, sur concentration d'H3 fois concentration standard, vous voyez que le quotient réactionnel, il augmente quand il se forme effectivement des produits, donc les espèces chimiques qu'on a placées à droite, et diminue quand il augmente quand disparaissent des réactifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il augmente, il faut que la réaction se fasse dans le sens direct. D'accord? Donc la réaction, le système évolue ou le système évolue. Non, on va mettre la réaction se déroule. D'accord? La réaction se déroule dans le sens direct. D'accord? Le sens direct, c'est celui que j'avais noté 1, comme ça. D'accord? Évidemment, si maintenant le quotient réactionnel est supérieur à la constante d'équilibre, pour tendre vers la constante d'équilibre, le quotient réactionnel doit décroître. Pour décroître, il faut que les produits disparaissent et que les réactifs se forment, c'est-à-dire que la réaction se déroule dans le sens indirect par rapport au sens dans lequel on l'a noté. Donc dans le sens indirect, c'est-à-dire les espèces qui disparaissent sont à droite et les espèces qui se forment sont à gauche. Et le sens indirect, je l'avais noté comme ceci. Voilà, donc ça nous donne le sens d'évolution du système. Je ne vais pas faire d'application ici, il y aura des exercices en TD. Bien. Dernière petite chose, donc là j'ai déjà le sens d'évolution. Maintenant ce qui me reste c'est... Alors où est-ce que j'avais écrit ça? Je vais effacer. S'il me reste maintenant, c'est... Donc là j'ai eu le sens d'évolution, c'est fait. Il me reste l'état d'équilibre. Alors ça on verra ça dans la toute dernière vidéo, comment on détermine l'état final. Avant ça, je voudrais revenir sur la constante d'équilibre, comment la calculer et ce qu'elle peut nous raconter. Alors, une réaction a priori peut se faire dans les deux sens. Et a priori, vous savez que la réaction, elle n'est pas totale. On dit qu'elle est limitée, c'est-à-dire qu'elle peut s'arrêter avant que tous les réactifs soient consommés. Et donc, on va écrire un critère qui nous permet de savoir si une réaction est totale ou pas totale. Donc, donc ça doit être 2, 7, 3. Alors, on va définir la réaction comme une réaction que je vais appeler quantitative, mais vous, ce que vous avez appelé totale ou quasi-totale. Alors, quand est-ce qu'elle est quantitative? Limitée. Et on va définir aussi quelque chose qu'on va appeler très limité. Ok. Alors, premièrement, donc,
quantitative ou quasi totale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir considérer que la réaction elle est totale, mais c'est une approximation. Donc il y a bien des cas en terminale où quand vous avez supposé que la réaction était totale, en fait elle n'est pas rigoureusement, elle est quasi totale. Eh bien alors on va réfléchir en fait. Réactif, quantitative ou quasi totale, on va supposer la réaction en fait se termine. Quand est-ce qu'elle se termine? Se termine par défaut d'un des réactifs. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire cette hypothèse? Eh bien, si vous réfléchissez, il faut en fait que la constante d'équilibre soit suffisamment élevée pour que il y ait beaucoup de réactifs qui soient consommés avant que l'égalité Q, l'égalité quotient réactionnel égale constante d'équilibre soit atteinte, soit vérifiée. Et donc, il faut que la constante d'équilibre soit suffisamment élevée. Et donc, nous, on va supposer que le critère, c'est constante d'équilibre supérieure ou égale à 10 puissance 4. Évidemment, c'est un critère arbitraire qu'on pourrait discuter. Si c'est 10 puissance 3,9, on peut peut-être faire l'approximation également. Donc ça, c'est si elle est quantitative ou quasi totale. Quand est-ce qu'elle est limitée? Limitée, on va tout simplement... alors limitée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la réaction se termine sans qu'un réactif ait été entièrement consommé. C'est ça en fait, une réaction limitée. Et bon, on va nier en fait tout simplement, vous voyez que c'est la négation du caractère quantitatif ou quasi total. Et donc, on va prendre strictement la constante d'équilibre strictement inférieure à 10 puissance 4. Dans ce cas-là, la réaction est limitée. Et donc, on ne pourra pas faire le bilan de matière par détermination du réactif limitant comme on l'avait fait, pour, dans la première vidéo. Et comme vous avez fait en terminale. Et enfin, il y a un cas qui est en fait très limité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très limité? Alors, on va prendre un critère aussi un peu arbitraire, qui est la constante d'équilibre inférieure à 10-4. Alors, inférieure à 10-4, ça veut dire que très rapidement, en fait, une très faible valeur du quotient réactionnel, 10-4, ou inférieur à 10-4. Donc, dès qu'il y a très peu de réactifs consommés, l'équilibre va être atteint et la réaction va s'arrêter très vite. Et à ce moment-là, il y a une approximation qu'on pourra faire, qu'il faudra que j'explicite plus tard, qui est qu'on pourra négliger l'avancement final, XIF, on va redéfinir ce que c'est que l'avancement, par rapport aux quantités de matière initiale des réactifs. On pourra négliger, donc ça simplifie les calculs. On mettra ça en pratique sur un exemple dans la dernière vidéo de ce cours. Ok. Ensuite, calcul d'une constante d'équilibre. Alors les constantes d'équilibre sont tabulées, mais il y a une infinité d'équilibres ou de réactions chimiques possibles. Et heureusement, on peut déterminer en fait une constante d'équilibre à partir de la valeur d'autres constantes d'équilibre. Alors il y a une première chose, c'est... Alors je vais pouvoir je vais mettre un exemple. Si j'écris la réaction donc de dissolution de réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau, donc une mole d'acide éthanoïque avec une mole d'eau donne une mole d'ion éthanoate plus une mole d'ion oxonium. Ok. Ça, j'appelle cette réaction la 1. Et elle a une constante d'équilibre K1 qui vaut 10 puissance moins 4,8. J'aurais pu choisir d'écrire la réaction dans l'autre sens. C'est-à-dire une mole d'ion éthanoate plus une mole d'ion oxonium donne une mole d'acide éthanoïque plus une mole d'eau. Et donc ça, j'appelle ça cette réaction, j'appellerai -1, parce qu'en fait c'est la réaction inverse.
et elle a une constante d'équilibre qui vaut K-1. Alors que vaut K-1? Eh bien il se trouve qu'on montre, alors on montre très facilement, il suffit d'écrire par exemple la loi d'action de masse pour les équilibres 1 et -1. On montre que K-1, pardon, la constante d'équilibre de l'équilibre -1, c'est l'inverse de K1. Donc en une réaction, vous prenez la constante d'équilibre associée à l'inverse d'une réaction, ben c'est tout simplement l'inverse de la constante d'équilibre. Donc ici, ça ferait 10 puissance 4,8. C'est ça que je vais mettre là maintenant. 10 puissance 4,8. Donc vous écrivez la loi d'action de masse pour vous convaincre de ça. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, si vous faites une combinaison linéaire, alors je vais reprendre cette équation-là. Je sais que la constante d'équilibre est 10 puissance moins 4,8. Je vais écrire la constante d'équilibre de réaction de des ions ammonium, NH4+, avec l'eau, qui donne aussi 1 mol d'ammoniac plus 1 mol d'ion H3O+. Et ça, c'est 2. Et la constante d'équilibre de 2, c'est 10 puissance moins 9,2. Et maintenant, je vais m'intéresser à un équilibre que j'appelle 3, qui est la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac. Et ça donne 1 mol d'ion éthanoate plus 1 mol d'ion ammonium. J'appelle ça 3. Et la question, c'est que vaut K3? Eh bien, en fait, vous observez que l'équilibre 3 s'écrit comme 1 moins 2. Et ça implique que K3 égale K1 sur K2. Voilà. Je ne vais pas vous écrire ça en général. D'accord? Je vous le fais sur deux exemples. Je pense que vous avez compris comment on détermine les constantes d'équilibre par combinaison d'équations de réaction chimique. Et ici, donc, on va avoir K3 qui va s'écrire 10 moins 4,8 plus 9,2. Ce qui doit faire 10 puissance 4,4, ça doit être. D'accord? Et donc, d'ailleurs, on aura une réaction quasi totale. On peut conclure ça ici. Donc voilà ce qu'on pose, voilà comment on détermine les constants d'équilibre. Donc c'est un petit point un peu technique, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, mais qu'on va faire très souvent. Voilà, qu'on va faire très souvent en fait. Ok, donc je reviens en arrière. Donc c'est la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, on va faire des bilans de matière. Donc je reviens quand même au point qui est crucial ici. Hein. Donc ce qu'on a vu, hein, c'est il existe une constante d'équilibre qu'on peut associer à une réaction chimique. On peut déterminer les constantes d'équilibre d'une réaction chimique par combinaison linéaire d'autres réactions chimiques, soit en prenant l'inverse, soit en faisant une combinaison linéaire plus générale. Suivant la valeur de la constante d'équilibre, on peut dire que la réaction est quantitative, limitée ou très limitée, mais ce qui est très important, le plus important, c'est qu'on a vu la loi d'action de masse qui nous dit qu'à l'équilibre thermodynamique, en présence de toutes les espèces qui interviennent dans un équilibre ou dans une réaction chimique, à l'équilibre, la valeur du quotient réactionnel est égal à la valeur de la constante associée à cet équilibre. Voilà, donc prochaine partie, on va faire des bilans de matière, mais avant ça, il faudra définir ce qu'on appelle un avancement de réaction. On va faire des bilans de matière dans le cas d'une réaction qu'on pourra considérer comme quantitative, et dans le cas d'une réaction qu'on pourra considérer pas comme quantitative, et là, il faudra vraiment appliquer la loi d'action de masse et utiliser cette relation Q égale K.